Santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Qui n'a jamais rougi? Une réaction a priori banale et bénigne. Pourtant, certaines personnes en souffrent énormément. Elles n'arrivent pas à accepter le regard des autres et du coup, elles s'isolent. Alors, comment ne plus rougir? Longtemps négligée par les soignants, l'érotophobie, c'est-à-dire la peur de rougir, est aujourd'hui l'objet d'études scientifiques qui ont permis d'ailleurs de mettre au point des méthodes de traitement efficaces. Pour en parler, je reçois le docteur Antoine Pellissolo. Il est médecin, psychiatre. Il est responsable d'un centre spécialisé dans les troubles anxieux et phobiques à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et surtout, il vient de publier avec Stéphane Roy « Ne plus rougir et accepter le regard des autres » aux éditions Odile Jacob. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez envie de nous appeler, de poser une question, d'apporter un témoignage, un téléphone, le 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Abel Omrani, qui est psychiatre à Tunis. Il est spécialiste en thérapie comportementale. Et nous terminerons en parlant des premiers états généraux du bien vieillir qui se déroulent en ce moment à Paris. Docteur Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Comment se déclenche le rougissement? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Alors, en fait, on peut décrire deux réactions différentes. Une réaction de rougissement purement physiologique, c'est lié à la chaleur, tout simplement. On évacue de la chaleur, c'est tout à fait normal. Également, quand on se concentre, par exemple, sur les choses, c'est un effort psychologique, si on veut, mais ça rejoint un peu le premier point. Et puis le deuxième point, c'est un rougissement émotionnel, qu'on connaît tous, plus ou moins, qui est d'exprimer quelque chose à l'autre. Alors, souvent, l'émotion en question, par exemple, c'est la colère. Quand on se met en colère, on peut rougir. Et puis, il y a des gens qui rougissent quand ils sont embarrassés, plus ou moins fortement. Et donc, ça va avec une émotion de gêne, d'anxiété, de tension. Et en fait, c'est une façon d'exprimer probablement quelque chose à l'autre de manière complètement automatique. Et ça peut de toute façon venir et partir tout seul, et c'est ça qui se passe le plus souvent. Et ça arrive à tout le monde? Ça arrive à tout le monde, plus ou moins, selon à la fois le niveau de réaction du corps, et puis aussi ça se voit plus ou moins, parce qu'il y a des gens qui ont la peau très claire, chez qui ça se voit beaucoup, puis d'autres chez qui ça se voit moins. Je voudrais qu'on revienne sur un certain nombre d'idées reçues sur la question. La première, c'est quelqu'un qui rougit, se dit « je sais tout de suite si je rougis ». Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, c'est en général très exagéré, c'est-à-dire que la plupart des gens qui se focalisent dessus ont tendance à être dans l'hyper-attention et dans l'hyper-détection, c'est vrai. Alors, ils se trompent assez souvent parce qu'ils ont l'impression que dès que leur peau chauffe un petit peu, que leur joue chauffe un peu, c'est une sensation de chaleur interne, c'est forcément visible, en tout cas, ça traduit un rougissement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand je rougis, tout le monde le voit? Alors, ça, c'est le deuxième erreur, effectivement, c'est de penser qu'à partir du moment où on a une réaction, que les autres vont y faire attention, vont se focaliser même de manière très, très particulière. Ce qui est aussi très excessif parce que les autres ont une chose à penser que de regarder vos joues. Alors on a Delvi qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo et qui a justement une question à vous poser sur certaines idées reçues qu'on peut avoir. Delvi, bonjour. Allô, oui, bonjour madame. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais savoir si le fait de rougir c'est un signe de faiblesse. Alors, je pense que c'est une question effectivement importante que vous posez là, docteur Antoine Pellissolo. Est-ce que c'est un signe de faiblesse? Alors ça, c'est aussi une des idées centrales qu'ont beaucoup de gens qui souffrent de ce problème-là, c'est de penser que les autres vont penser que c'est un signe de faiblesse. Et en fin de compte, il faut à tout prix réfléchir à ça et modifier cet a priori, parce que en général, quand on pense ça, c'est qu'on pense que les gens qui rougissent ne se contrôlent pas assez, ne sont pas assez sûrs d'eux. Alors, ils ne contrôlent pas toutes les réactions de leur corps, c'est tout à fait normal, comme chacun. Et ils sont peut-être un peu plus sensibles ou un petit peu plus émotifs que les autres. Mais c'est absolument pas un signe de faiblesse au sens de la personnalité, des capacités, des compétences, des qualités pour les autres. Donc c'est un signe simplement de sensibilité. Et ça, en général, ça peut être une qualité plutôt qu'un défaut. Dans le même ordre d'idée, la personne qui rougit a l'impression de perdre toute crédibilité dans ce qu'elle dit au moment où elle rougit. Oui, ça va un petit peu avec. C'est l'idée qu'à partir du moment où on rougit, on ne se contrôle pas et éventuellement on a des choses à cacher. Enfin, on est dans l'idée d'une culpabilité un peu cachée. On a l'impression que ça veut dire qu'on ment, par exemple. Exactement. Alors, parce que ça, c'est associé souvent, notamment pour les enfants, avec l'idée qu'on a quand on rougit, quand on est gêné. Alors, on est gêné effectivement, mais pas forcément parce qu'on a des choses à cacher ou en tout cas des fautes graves. Ça peut être simplement qu'on est embarrassé par la situation, et c'est souvent parce qu'on fait attention à l'autre. Et faire attention à l'autre, c'est plutôt aussi une qualité. Et est-ce que c'est une maladie pour que vous, psychiatre, vous soyez intéressé à la question? Alors, malheureusement, ça devient. Alors, le terme maladie est pas forcément adéquat, mais ça devient une gêne très forte pour certaines personnes. Alors, c'est pas nouveau. C'est
connu depuis le 19e siècle quasiment, le début la fin du 19e siècle, où en fait le problème n'est pas de rougir, le problème n'est pas la maladie du rougissement, hein, c'est vraiment très particulier, c'est différent, c'est la peur de rougir. Et la peur obsédante de rougir qui peut devenir effectivement très gênant, très perturbant et une souffrance assez forte pour pas mal de gens. Strauss est allé rencontrer Lucille, elle a 44 ans aujourd'hui, bon anniversaire d'ailleurs, et elle se désole de rougir encore à son âge. J'ai toujours rougi. Ça a évolué dans le temps. Je peux vous raconter un souvenir précis. J'étais à l'université et je devais faire un exposé. Et j'ai le souvenir très précis d'avoir fait cet exposé. J'étais rouge vif du début à la fin. Mais rouge vif, quoi. C'est-à-dire que j'avais une sensation de chaleur dans le visage et je savais que j'étais rouge écarlate. Et en même temps, ça s'est très bien passé. Ça se passait très bien. J'étais très à l'aise pour faire cet exposé. Mais j'étais juste rouge écarlate. C'était très embarrassant. C'est une sensation de gêne, alors physiquement donc de chaleur dans le visage, du cœur qui s'accélère, un peu comme des palpitations, le rythme qui s'accélère et puis juste une grande gêne parce qu'évidemment on prend conscience, moi je prends conscience du fait que je rougis et évidemment ça me fait rougir encore plus. Puis en général on vous le fait remarquer et alors là c'est pire. Souvent, quand j'étais plus jeune, je disais ah mais ça me gêne, je rougis, j'ai vraiment l'air ridicule. Alors on me disait mais non mais c'est charmant. Puis en plus je suis une fille, donc oh mais c'est tellement mignon, c'est charmant, ça a un côté. Avec l'âge, c'est un peu plus embêtant parce que ça va être de moins en moins charmant. Donc cela dit, ça s'est estompé. Je rougis moins souvent, mais ça m'arrive encore. Et j'ai quand même passé 40 ans. Et pourquoi, selon vous, est-ce que vous rougissez moins? Est-ce que c'est le fait tout simplement de mieux l'assumer? Non, je pense que c'est pas le fait de mieux assumer de rougir, c'est le fait de mieux s'assumer et donc de moins rougir. C'est pas de la timidité parce que paradoxalement, je suis pas du tout quelqu'un de timide, mais je pense que c'est un manque d'assurance. J'ai essayé de passer un petit peu en revue justement les circonstances dans lesquelles j'étais mal à l'aise, où je pouvais rougir. Et il y en a quelques-unes que j'ai identifiées. Je peux rougir quand je suis déstabilisée, je peux rougir facilement devant quelqu'un qui m'impressionne. En effet, comme on disait, dans les situations de prise de parole en public. Mais parfois, c'est un peu inexpliqué. Ça me surprend. Des fois, on se met à rougir. Enfin, j'ai pas de souvenir précis, mais m'être mise à rougir dans des circonstances où je comprenais pas du tout pourquoi. Et est-ce que vous arrivez à le maîtriser, ça ? Non, parce qu'en général, je le sens pas. Je pense que c'est quelque chose qui vient malgré soi et qui au contraire, me surprend, moi, la première. On a tendance à penser que les teints clairs sont plus sujets au rougissement. Est-ce que vous pensez que le physique peut jouer dans le rougissement ? Ah oui, je pense que je suis pas favorisée par la nature pour ça, parce que je suis brune certes, mais j'ai la peau très fine. Et je rougis pas uniquement dans ces circonstances-là. C'est-à-dire que par exemple, dès qu'il fait un peu froid, je deviens très rouge. Dès qu'il fait un peu chaud, je deviens toute rouge. Si j'ai bu un verre d'alcool, je deviens toute rouge. Quand je ris, je deviens rouge. Donc, et ça, c'est clairement un facteur physique. Ma fille, qui a la peau beaucoup plus mate parce qu'elle a pris la peau de son père, ne rougit pas de la même façon. Mon fils, lui, qui a la peau claire, rougit. En tout cas, a la peau plus réactive. Voilà. Donc, il y a certainement aussi cette composante-là, et ça, on n'est pas tous égaux. Mais vous m'avez dit que ça s'estompait avec le temps. Aujourd'hui, dans quelles circonstances est-ce que vous allez rougir ? Je peux évoquer quelques genres de situations, mais c'est pas automatique, ça se produit jamais à tous les coups, et c'est toujours surprenant. Ça m'arrive de rougir si on me fait un compliment, par exemple, mais pas toujours. Je peux rougir inversement parce qu'on me fait une critique ou qu'on me prend en défaut sur quelque chose, et du coup je vais rougir aussi. Mais il n'y a pas de règle. Je pense en fait que ça dépend beaucoup de la personne qui est en face de moi et de l'importance qu'elle a pour moi. C'est-à-dire si c'est quelqu'un dont l'opinion m'importe beaucoup, je vais être forcément plus susceptible de rougir. Priorité santé, Claire Hédon. Aujourd'hui, je reçois le docteur Antoine Pellissolo et nous parlons de la peur de rougir. Docteur Pellissolo, pendant le témoignage de Lucille, vous avez pris plein de notes, donc j'imagine que ça fait des choses à nous dire. Elle dit beaucoup de choses, Lucille, dans son témoignage. Elle dit beaucoup de choses, et la première chose, c'est qu'elle parle, parce que malheureusement, pour les personnes qui en souffrent beaucoup, le fait d'en parler est quasiment tabou. Donc je crois que c'est très bien d'avoir quelqu'un qui a notamment réfléchi un peu, parce que ça fait quelques années qu'elle a pu peut-être avancer et dépasser ça plus facilement. Donc elle parle surtout du fait qu'elle n'est pas timide, et ça c'est étonnant, parce que beaucoup de personnes qui viennent nous voir en fait disent qu'ils ne supportent pas de rougir parce qu'ils supportent pas qu'on pense qu'ils soient timides, alors que c'est pas leur fond, le fond de leur personnalité. C'est assez étonnant parce que d'une certaine manière elles ont quand même peur du regard de l'autre, et ça c'est quand même la timidité aussi. Elle dit aussi, il y a toujours quelqu'un pour gentiment vous faire remarquer tu es en train de rougir. Ça quand même, c'est pas indispensable, non ? Oui, mais ça c'est vrai surtout chez les enfants, chez les jeunes au départ qui ont une espèce de moquerie comme ça, pas méchante en général. La plupart des gens disent en fait ils sont pas moqués
de moi méchamment, mais ça a été un peu mis en avant, centre de l'attention des autres, et c'est souvent des souvenirs qui restent parfois. Moi, j'ai des personnes qui m'en parlent à 60, 70 ans, qui ont souvenir très, très, très douloureux d'avoir été comme ça moqué devant tout le monde. Est-ce que effectivement c'est aussi lié à la confiance en soi? Lucille le dit bien, elle dit j'ai beaucoup rougi quand j'étais jeune, ça m'arrive encore à plus de 40 ans, moins qu'avant. Oui, alors avec l'âge, de toute façon, il y a un autre phénomène plutôt positif, c'est qu'on rougit moins réellement, parce que la peau se modifie, probablement les vaisseaux se modifient, donc il y a moins de rougissement. Bon, et puis par ailleurs, c'est surtout au niveau psychologique, souvent une forme d'habituation, où on a fini par se dire que dans le fond, c'était pas si grave que ça. Que la terre ne s'écroulait pas. Exactement. Et puis on a gagné en confiance en soi, enfin en expérience et en probablement en confiance sur ce que peuvent aussi penser les autres, parce qu'on a eu des retours positifs sur d'autres aspects. Et on peut rougir jusqu'à la fin de sa vie? C'est rare, hein, je vous disais, comme ça visuellement, on voit pas des personnes de 80 ans rougir beaucoup, mais c'est quand même variable et certaines personnes ont ces réactions assez tard. Les femmes rougissent-elles plus que les hommes? En tout cas, c'est l'image que j'aurais volontiers, moi, mais je me trompe peut-être. Oui, alors c'est une image parce que d'ailleurs les hommes sont souvent gênés par cette idée-là que c'est quelque chose de féminin, que c'est pas très viril. Alors dans les faits, je crois que c'est compliqué à mesurer, mais je crois que dans les faits, c'est à peu près équivalent. C'est-à-dire que les hommes peuvent autant rougir que les femmes, mais comme on le disait, c'est plus facile à accepter pour les femmes, notamment jeunes, parce que ça peut être un peu valorisé, ça l'est moins quand on prend de l'âge. Et chez les hommes, et nous on a quasiment plus d'hommes qui viennent nous consulter pour ça, pour l'érotophobie, la gêne, que de femmes. Donc c'est assez équilibré. Et clairement, les peaux blanches rougissent plus, parce que surtout ça se voit plus. Peut-être que les autres rougissent d'ailleurs, mais ça se voit pas. Exactement. Les réactions sont probablement assez proches, parce que pour évacuer de la chaleur, par exemple, on peut rougir, transpirer. C'est une vasodilatation, hein, c'est les petits vaisseaux du visage qui se dilatent. Bon, effectivement, il y a des personnes, c'est plutôt comme disait Lucille, l'épaisseur de la peau probablement qui joue, c'est plus ou moins visible de l'extérieur. Et vous dites alors dans votre ouvrage, faites votre rouging out, c'est-à-dire que c'est important de le dire. Voilà, c'est une image, mais quand je vous parlais tout à l'heure du tabou que ça prend pour certaines personnes qui n'en parlent vraiment à personne, c'est-à-dire ni à leur conjoint, ni à leur famille, ni à leurs collègues par exemple, encore plus. Et évidemment, plus ils cherchent à cacher les choses, plus les choses deviennent difficiles, parce qu'il faut se contrôler tout le temps et c'est impossible. On ne pense qu'à ça, on se déprime. Enfin, il y a tout un tas comme ça de souffrances qui se déclenchent. Alors que vraiment, quand on en parle, quand on commence à en parler, nous on incite les patients à en parler, ne serait-ce qu'à des gens comme ça qu'ils croisent pour leur poser des questions. On se rend compte que la vision qu'ils en ont est complètement décalée par rapport à la réalité, hein, évidemment. Docteur Pellissolo, vous l'avez dit, finalement il y a une forme de cercle vicieux. On rougit, on est obsédé par le fait qu'on rougit, du coup ça fait encore plus rougir. Et vous dites il faut casser ce cercle vicieux. Mais comment? Parce que on veut bien, mais on fait quoi? Alors il faut déjà avoir un peu analysé les choses. C'est pas très compliqué, mais c'est là que éventuellement mettre les choses un peu à plat peut être utile. Il y a des éléments de ce cercle vicieux sur lesquels on peut agir, et puis il y en a sur lesquels on peut pas agir. On peut pas agir sur le rougissement lui-même. Ça, concrètement, par la volonté, on ne peut pas. C'est ça d'ailleurs le souci. On peut pas agir sur ses émotions directement. On peut pas décider de plus être anxieux, de plus être stressé, et on peut pas agir sur le jugement de l'autre, sur ce que va penser l'autre, puisqu'en général on ne sait pas du tout. Par contre, ses propres pensées, ses propres comportements, et il y a aussi une notion un peu particulière qui est l'attention, la concentration. Là-dessus, on peut agir. Et en fait, comme tous ces éléments-là sont en interaction, par exemple, si on pense qu'il est terrible de rougir, voire interdit de rougir, on va forcément en souffrir, puisque ça peut arriver à tout moment. Alors que si on accepte l'idée de rougir, c'est plus facile. De même, le fait de contrôler par exemple, ses comportements auprès des autres, de rester présent dans la conversation, de regarder l'autre dans les yeux, de ne pas fuir le regard de l'autre, c'est aussi quelque chose de difficile, hein, mais qu'on peut apprendre et qui va forcément améliorer la confiance en soi et les relations aux autres. Concrètement, ça veut dire que quand on se met à rougir, il faut surtout pas penser à ça, mais penser à la conversation qu'on a avec la personne. Voilà. Alors c'est un entraînement, parce que ça se fait pas spontanément. Quand les gens qui souffrent d'érotophobie ont une auto-observation permanente. Ils se contrôlent, ils se surveillent avec l'idée qu'ils pourraient empêcher le rougissement, et ce qui est illusoire. Donc en fin de compte, il faut non pas vouloir se forcer à penser à autre chose à tout prix, parce que dans ce cas-là, on finit par être obsédé par l'idée de ne plus y penser. Enfin, ça devient compliqué. Il faut D'où penser. ce cercle vicieux. Exactement. Alors simplement, il faut admettre que peut-être on rougit. On n'en sait rien. Hein, je disais tout à l'heure, on est la seule personne à pas savoir si on rougit dans le fond, parce qu'il y a que vous qui vous voyez pas, enfin, à moins de vous regarder dans un miroir. Donc il faut mettre ça de côté, arriver à se dire peut-être je vais rougir, voire même je suis sûr que je vais rougir. C'est une question réglée. Et par contre, pendant ce temps-là, je vais m'occuper d'autre chose qui est au moins aussi, enfin qui est largement plus importante.
important, c'est de quoi je parle, quelle est la réaction de l'autre, est-ce que je suis bien en contact avec l'autre, enfin s'intéresser à l'autre d'une certaine manière, ce qui va modifier l'attention qu'on va porter à soi. Pour justement essayer de s'en sortir, de sortir de ce rougissement, ou en tout cas de ce rougissement qui peut isoler, vous dites qu'il faut évaluer sa peur de rougir. Il faudrait carrément se faire une liste des moments où on suppose qu'on va rougir? Alors ça fait partie de l'auto-observation plutôt bénéfique au départ, c'est-à-dire de comprendre comment on fonctionne. C'est toujours utile, c'est une petite analyse de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on rougit trop et en tout cas dans quelle situation on est gêné par ça. Et en général, c'est une façon de mieux comprendre le lien avec le regard de l'autre pour se dire que même quand, et c'est exactement ce que disait Lucille tout à l'heure, elle est gênée avec des gens qui ont un regard plutôt évaluateur, enfin pour lesquels il y a un enjeu particulier. Et ça, c'est clair que derrière toutes ces peurs-là, il y a la peur du jugement de l'autre et de l'évaluation de l'autre. Donc c'est important de savoir pourquoi on est gêné plutôt que pourquoi on rougit d'une certaine manière. Dans votre ouvrage, Ne plus rougir à accepter le regard des autres, vous racontez l'histoire de personnes qui se sont du coup vraiment isolées à cause de ça. Vous parlez entre autres d'une personne qui n'osait plus du coup descendre à la cantine. Alors oui, parce que ça c'est une situation assez courante et vraiment difficile. La cantine, on est tous les uns à côté des autres et puis on n'a pas grand-chose à faire en général, donc on observe. Et des gens qui sont gênés par l'attention de l'autre, dans ce cas-là, cristallisent leur attention sur eux-mêmes et vont avoir peur. Alors pas que de rougir, on a le même problème avec des gens qui ont une anxiété sociale importante, comme on dit, qui ont peur par exemple de trembler, de renverser leur plateau quand ils doivent aller d'un point à l'autre, ou d'avaler de travers et de transpirer notamment, ou alors même c'est plus compliqué de ne pas avoir de sujet de conversation, de ne pas pouvoir interagir avec les collègues. Et ça c'est souvent pour les gens qui travaillent une situation un peu douloureuse effectivement la cantine. Et donc c'est intéressant de faire cette liste des situations au risque de rougir, mais avec ça on a l'impression de temps en temps qu'il y a des moments où on devrait rougir, on rougit pas, et d'autres moments où au contraire on n'est pas du tout prévu qu'on puisse être mal à l'aise et on se met à rougir. Alors c'est le côté un peu imprévisible des choses, et d'ailleurs la notion de surprise est assez importante dans ces phénomènes, puisque c'est l'organisme qui réagit, et l'organisme, vous ne pouvez pas contrôler complètement tout ce qui se passe dans votre inconscient, si on peut dire, dans votre mémoire en tout cas un peu automatique, et il y a des réactions qui nous échappent, et l'essentiel c'est de considérer que c'est pas parce que ça nous échappe que c'est grave.